Magnifique. Allez, on est parti alors. Je présente ma première partie de diapo, Damien, et tu présentes après ou... Oui, c'est ça. Hein, c'est bon, ça va? Allez, go. Ouais. C'est parti, en avant. Jérémy Perrichon, donc effectivement, je suis doctorant sur la question des répercussions fonctionnelles des troubles du langage et des apprentissages. Tout d'abord, donc, je voulais revenir sur le consensus Catalyse, hein, qui a été un petit peu édité en 2017. L'idée, effectivement, de ce consensus Catalyse, c'est qu'on remet un petit peu la table sur la distinction entre troubles des sons de la parole, troubles développemental du langage et troubles du langage associés à une condition biomédicale. Euh, comment dire, pour diagnostiquer un trouble du langage ou une dyspraxie verbale, en tout cas, ce que dit Catalyse, hein, finalement, c'est de documenter les impacts fonctionnels, en tout cas le functional impact. Et ce dont on se rend compte, c'est que pour cela, on va pouvoir s'appuyer sur la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, qui met l'accent sur l'interaction dynamique entre une condition de santé, typiquement la dyspraxie verbale, le trouble développemental du langage, les activités de l'individu, sa participation sociale, c'est-à-dire la façon dont il va s'impliquer dans la société, mais également ses systèmes organiques, puisqu'on sait aujourd'hui que dans la dyspraxie verbale, on va avoir des atteintes motrices au niveau organique qui vont justement pouvoir expliquer ou en tout cas éclairer le fonctionnement de notre patient. Et deux points qui sont assez importants, ce sont les facteurs contextuels, donc les facteurs personnels et les facteurs environnementaux. Et donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai beaucoup mis l'accent sur la notion des facteurs personnels. Je vais vous en dire un petit peu plus. Donc, cette évaluation fonctionnelle, finalement, dans le cadre du multilinguisme, elle nous amène à réfléchir à la question du qui. Est-ce que finalement, on va passer par l'enfant, on va passer par les parents, est-ce qu'on va passer par l'enseignant, par des proches aidants? Et on se rend compte que finalement, l'idée, ça serait de plutôt viser, en tout cas privilégier plusieurs sources d'informations pour avoir une vision claire des répercussions fonctionnelles. Il y a aussi la notion de quoi. Qu'est-ce qu'on évalue concrètement comme concept? Les déficits, les déficiences, les limitations d'activité, les restrictions de participation sociale, les facteurs personnels, les facteurs environnementaux et enfin les impacts ou bien les retentissements fonctionnels. Enfin, il y a la notion de comment. Est-ce qu'on va davantage partir sur des éléments qui sont rapportés par le patient, son parent et son enseignant? Est-ce qu'on va utiliser pour cela des questionnaires, des observations cliniques, des observations comportementales, notamment en contexte de vie, des échantillons de langage? Et pour cela, on va se poser une question qui est assez centrale, en tout cas pour cette journée d'études. Est-ce qu'on va simplement s'appuyer sur la langue de scolarisation et ou la langue maternelle de la personne qui est face à nous? Ça fonctionne, Laurine, de votre côté? Je vous ai coupé le son, alors je vous entends plus. Parfait. Bon, je continue. Donc, pourquoi évaluer les impacts et les retentissements fonctionnels dans des contextes multilingues? Pour cela, donc, on est reparti d'un entretien avec le docteur Touré, hein, qui est sociologue en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est un sociologue qui a interrogé Marie et qui nous explique finalement que en Côte d'Ivoire, tous les enfants qui ont des difficultés de langage sont souvent rejetés par leur famille, se sentent frustrés. On leur dit finalement qu'ils ne sont pas vraiment les bienvenus, qu'ils ont mangé des totems, qu'il y a des interdits dans leur famille. Donc il y a toute une considération sociétale autour du trouble et autour des représentations de ce trouble, notamment dans le contexte de la Côte d'Ivoire. Par rapport à l'ampleur de la dyspraxie verbale, on voit bien qu'il y a souvent un manque d'information, un manque de sensibilisation. Et finalement, nos patients, bien qu'ils naissent avec ces handicaps, l'environnement dans lequel ils évoluent vont finalement amener à cristalliser ou en tout cas à aggraver les répercussions fonctionnelles de notre patient. Il y a la notion bien évidemment des préjugés, hein, comme on le disait. Parfois, on peut les appeler les enfants de malheur ou les enfants serpents. Donc ça, c'est vraiment des termes qu'on va utiliser dans le contexte de la Côte d'Ivoire. Ce consensus catalyse, finalement, il a quand même quelques limites. Certes, il va nous permettre d'avancer sur le diagnostic médical ou nosographique, donc d'avancer sur le plan de la recherche, des trajectoires développementales de nos patients, des manifestations cliniques. Bien évidemment, pour cela, on va s'appuyer sur un bilan orthophonique standardisé, sur des corpus linguistiques, où on va analyser le type d'erreur de nos patients. Néanmoins, quand on veut chercher à documenter le diagnostic fonctionnel,
on se rend compte que finalement, nous n'avons à la fois pas d'outils qui soient valides sur le plan scientifique et à la fois tous les outils qui sont disponibles ne prennent pas suffisamment en compte ni le bien-être, ni la qualité de vie de notre patient et enfin sa satisfaction à l'égard de son projet de vie. Donc, dans le projet de ma thèse, en tout cas de l'étude numéro 1, nous avons travaillé sur tous les déterminants qui peuvent influencer les répercussions fonctionnelles d'enfants d'âge scolaire présentant un trouble du langage ou des apprentissages. Et pour cela, nous avons été amenés à réaliser ce qu'on appelle une revue de portée, une scoping review. Marie, quant à elle, dans son étude de thèse, a davantage étudié dans sa première étude les représentations sociales qui influencent notamment la démarche d'évaluation et de rééducation de la dyspraxie verbale en contexte bilingue, donc français et baoulé en Côte d'Ivoire. Les objectifs de l'étude numéro 1 sont finalement tout d'abord de définir les concepts d'impact et de retentissement fonctionnel, d'identifier les déterminants de ces répercussions fonctionnelles afin de parvenir à un cadre commun que je vais vous présenter aujourd'hui, un modèle théorique qui va vous permettre d'éclairer la façon de les documenter. Marie, quant à elle, a davantage travaillé sur l'identification phonologique des difficultés des enfants bilingues en Côte d'Ivoire et le rôle du trouble versus des interférences. Elle a notamment travaillé également sur l'identification des représentations des troubles du langage chez les parents, les orthophonistes et les personnes du secteur médico-social en Côte d'Ivoire, de façon à mieux comprendre pour cette population spécifique à la fois l'effet du bilinguisme en matière de prise en charge, mais également pour évaluer les répercussions sur la qualité de vie de l'enfant et de ses parents. Je vous ai fait un bref rappel de la méthode de la revue de portée. Donc, nous sommes partis sur 6 bases de données assez connues, avec des critères d'inclusion qui reprenaient notamment les concepts de répercussion fonctionnelle, et sur une période qui allait de janvier 2013 à novembre 2023 pour des enfants âgés de 6 à 12 ans. Les résultats de la revue de portée, ils sont assez clairs. Tout d'abord, sur le plan de la terminologie, on se rend compte que nous avons une absence de définition claire des concepts d'impact et de retentissement fonctionnel. Il y a d'ailleurs une grande variabilité terminologique pour décrire ces concepts. De plus, en termes de dimensions et indicateurs à considérer lors de leur évaluation, nous nous rendons compte qu'il y a une absence de consensus et de cadre méthodologique partagé portant à la fois sur les dimensions et les indicateurs à considérer. Nous avons finalement un manque de données assez probant dans la littérature scientifique et une absence de suffisamment d'études longitudinales. Enfin, concernant les outils de mesure, il n'y a pas d'outil de mesure des répercussions fonctionnelles qui soit spécifique aux troubles du langage, valide et fiable. Cependant, bien évidemment, il y a des outils d'évaluation qui sont émergents, notamment le CLIF 3.6 par Ross Lévesque et collaborateurs. Mais néanmoins, comment utiliser ces questionnaires dans un contexte de plurilinguisme? Certes, il existe des traductions de ces questionnaires, mais est-ce qu'ils sont suffisamment adaptés aux réalités et aux sensibilités culturelles des personnes auxquelles on va les présenter? Et quand on documente les répercussions fonctionnelles, est-ce qu'on doit le faire dans la langue maternelle, dans la langue de scolarisation ou bien dans les deux langues pour pouvoir appuyer notre diagnostic orthophonique? Donc on voit finalement qu'il y a quand même encore une grande variabilité et puis beaucoup de flou autour de toutes ces notions-là. Notamment, on voit que McGregor et collègues en 2023, elles ont mis en évidence sur ce graphique-là les scores aux tests linguistiques, notamment la partie grisée. Et on voit que au milieu, ici, donc sur la partie centrale, nous avons une démarcation entre les patients avec un langage considéré comme typique et les patients considérés avec un langage considéré comme atypique, donc finalement nos TDL. Et pour autant, on se rend compte que les répercussions fonctionnelles dans la grande famille des TDL sont extrêmement variables. Finalement, les patients qui parfois ont le plus petit niveau de résultats au score langagier n'ont pas pour autant le plus de répercussions fonctionnelles. Donc ça remet quand même en cause beaucoup de choses, c'est-à-dire de dire est-ce qu'on va déterminer la fréquence de la rééducation, la mise en place des aménagements pédagogiques, la mise en place des outils pour nos patients sur la base des tests standardisés? Plutôt non, on va davantage devoir considérer les répercussions fonctionnelles pour pouvoir en tout cas analyser tout cela.
Donc, les intérêts et les enjeux de tout ça, bah, c'est de ne pas se limiter aux tests standardisés, notamment dans un contexte monolingue et plurilingue. Et les résultats des tests standardisés sont absolument peu fiables comme prédicteurs du handicap. Il va falloir davantage aller du côté de l'évaluation de la participation communicative, bien que ce concept soit encore trop peu documenté dans la littérature scientifique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encourager à la fois les cliniciens et les autres acteurs à documenter ces fameux impacts et ce fameux retentissement fonctionnel. Pour cela, on a décidé de vous présenter un court témoignage d'une patiente qui est en Côte d'Ivoire, qui a une dyspraxie verbale, et en mettant en évidence 4 points clés. Il y a une grande variabilité individuelle des troubles et de leurs répercussions fonctionnelles. Il y a l'importance de la prise en considération du contexte, par exemple le contexte sanitaire et social en France versus en Côte d'Ivoire. Les interactions sociales, comme on l'a vu avec le docteur Touré précédemment, vont être dépendantes de nos interlocuteurs et donc de leur perception, de leur représentation, des activités de l'enfant, de ses facteurs contextuels, notamment environnementaux, et enfin des représentations plus générales au niveau sociétal. À Abidjan, comment ça se passe? Le parfait. Non, faut parler. Abidjan, est-ce que tu as des amis à l'école? Non. Pourquoi t'as pas? Il y a deux amis, mais Catherine ne sont pas gentille à moi. Pourquoi? Elle ne sait pas. Donc, tu es seule dans ton coin. Mm. Mhm. Ils ne s'asseyent pas à côté de moi. On s'est à côté de ça. Mais tu as dit à la maîtresse, elle a constaté que les gens ne s'asseyent pas à côté de toi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mhm. Non, ceux qui sont ils sont dans la place, ça, c'est ça. C'est à cause de ça. Oui, oui, à Mané, puis. Donc là, on voit bien finalement que pour cette petite fille, c'est un peu la théorie de la double peine, c'est-à-dire que finalement, elle a déjà ses difficultés langagières, et en plus de ça, on voit que ça a des répercussions directes, notamment sur ses interactions sociales, sur son inclusion, sur son adaptation sociale, et on voit bien à quel point ça va venir cristalliser, voire aggraver potentiellement les répercussions fonctionnelles, notamment en termes d'adaptation sociale et d'inclusion sociale. Ouais. On parle beaucoup donc de ces fameux impacts et de ces fameux retentissements fonctionnels. Et pour cela, donc effectivement, avec mes co-directeurs, on a essayé de les définir. Les impacts fonctionnels, pour nous, ce sont finalement les conséquences observables du trouble sur la capacité d'une personne à réaliser des activités quotidiennes ou à s'engager dans des situations sociales. Un petit peu comme on l'a vu précédemment avec la petite fille. Et ces impacts vont varier selon les contextes, mais aussi selon les exigences de l'environnement dans lequel l'enfant évolue. Et on sait bien que comme les exigences évoluent avec le temps, forcément, les impacts vont aussi évoluer avec le temps. Le retentissement, quant à lui, est bien différent. C'est l'expérience subjective, personnelle du trouble par l'individu lui-même, qui inclut à la fois les conséquences émotionnelles, mais aussi les conséquences comportementales qui en résultent. Et donc, ça va vraiment participer à la sévérité du trouble, non pas seulement les impacts fonctionnels, mais prendre en compte également ce ressenti très subjectif sur la qualité de vie de l'enfant. Pour cela, on a développé un modèle qui s'appelle le modèle IFOP, dans lequel vous voyez bien que tout est en interaction permanente. Le profil de l'enfant, avec ses capacités individuelles, ses facteurs personnels, l'environnement de l'enfant, notamment son environnement linguistique, son environnement physique, son environnement social et attitudinal, ses relations sociales, qui vont grader des relations très proches, interpersonnelles, famille, relations amoureuses, relations amicales, à des relations moins personnelles, par exemple avec certains camarades de classe, avec certains pairs, ou alors avec des inconnus dans la vie quotidienne, par exemple, ou alors des personnes dans le quotidien de l'enfant, une épicière, le boulanger, le boucher, etc., etc. Il y a également les activités de l'enfant qui vont rentrer en compte, donc les activités de la vie quotidienne, ce qu'il fait au quotidien,
mais aussi ses activités significatives. Car lorsque l'on veut documenter ses répercussions fonctionnelles, il ne faut pas oublier de prendre en compte à la fois, bien évidemment, ce qu'il doit et ce qu'il est censé de faire au quotidien, mais également ce qu'il aimerait ou ce qu'il aurait envie de faire dans sa vie quotidienne qui pourrait lui apporter de la satisfaction et de la qualité de vie. Pour ça, on a déterminé une métaphore qui en tout cas est assez parlante pour que l'enfant croisse, pour que l'enfant puisse s'épanouir dans son quotidien, un petit peu comme une tulipe. L'enfant, il a plusieurs pétales. Le premier pétale, finalement, c'est la partie orangée, hein, donc le profil de l'enfant. Il a deux pétales périphériques, ses activités, ses relations sociales, et il a le pétale plus en arrière qui est souvent moins renseigné, les facteurs environnementaux. Et on voit qu'au centre de cette tulipe, on va avoir le cœur du développement de l'enfant, c'est-à-dire son fonctionnement, son bien-être et son intégration sociale. Et finalement, documenter les répercussions fonctionnelles, c'est bien à la fois observer les pétales, mais également observer le cœur de la tulipe. Si on revient un petit peu sur des aspects plus linguistiques et plus sociologiques, finalement, en orthophonie, on évalue énormément la parole, la langue, donc la composante individuelle, donc les aspects linguistiques. On évalue bien évidemment avec notre anamnèse, l'histoire de vie de notre patient, les aspects très individuels. Progressivement, on va de plus en plus prendre en compte les aspects environnementaux, par exemple la présence d'un bilinguisme, d'un multilinguisme au niveau du système familial. Et dans les pratiques très émergentes, on commence davantage à considérer de manière formelle les aspects fonctionnels en termes de communication et en termes de langage. Et c'est là où vient justement se poser la fameuse question. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse dans la littérature. Est-ce qu'on doit le faire dans toutes les langues ou est-ce qu'on doit le faire dans une langue plutôt qu'une autre? Finalement, dans quelle langue, avec des S, hein, doit-on mesurer les répercussions fonctionnelles? Et je laisse la parole à Damien. Hop. Il faut que tu mettes ton son, Damien, je crois. Oui, donc je vais poursuivre sur le terrain de la thèse de Marie, les premières exploitations des données qu'on a fait, qu'on a faites. Alors au préalable, je vous montre simplement un petit extrait du corpus qu'on est en train de réaliser euh, à partir donc d'enfants bilingues, donc français malinqué et français baoulé. Euh, Donc, ils avaient des tâches de production de mots après répétition. Et donc, on a commencé à transcrire et on a codé tout ce qui était omission phonologique ou substitution. Et en notant également donc, par les substitutions les remplacements d'un phonème par un autre. Donc, ça, c'est un travail en cours qui pourra nous donner, comme on en parlait ce matin, une idée un peu plus précise des interférences justement entre ces deux langues et la question ou pas d'une pathologie derrière. Alors, quelle répercussion fonctionnelle donc, à travers ce terrain de la Côte d'Ivoire? Marie, sur son terrain d'enquête, a posé des questions, enfin, fait des entretiens et des questionnaires auprès d'un certain nombre d'acteurs que Jérémy a cités, des orthophonistes, euh, des parents et des personnes investies dans le secteur médico-social. Alors, je vous donne quelques réponses qu'on a pu extraire de l'entretien. Premièrement, sur les relations sociales, il y avait la question comment les enfants avec une pathologie des langages sont perçus en Côte d'Ivoire. On a posé cette question aux orthophonistes, au personnel de la petite enfance et aux parents. Donc, on a recueilli pour l'instant 5 témoignages d'orthophonistes. Donc, ils disent que selon les orthophonistes, les enfants sont mal perçus avec l'atteinte d'une malédiction de l'enfant serpent. Donc, l'enfant qui a une malédiction. Donc, ça veut dire que les parents le rejettent. Et il est heureusement souvent recueilli dans des centres. On a pu avoir justement des interviews avec l'Arche,
une communauté qui recueille ces enfants. Et donc, l'orthophoniste indique, par exemple, en Côte d'Ivoire, on parle de l'école inclusive, mais en réalité, les enfants sont stigmatisés dans les écoles ordinaires pour rester à la maison. Le personnel de la petite enfance également évoque cette malédiction, la maladie incurable des sous-hommes. Et les parents, donc, pour un tiers, pensent qu'ils ne sont pas acceptés, pour un tiers, pensent qu'ils sont, là c'est plus fort, stigmatisés, et un tiers pense que les gens ne comprennent pas, et donc qu'il faudrait développer cette information autour de ce trouble. Donc, en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que l'ensemble des personnes interrogées, quel que soit leur statut, pensent que la population a des réactions négatives à l'égard de ces enfants en termes de retentissement fonctionnel. Donc, l'enfant ne peut construire une bonne estime de lui et prendre confiance si l'environnement n'est pas favorable. Sur l'adaptation sociale et l'inclusion, il y avait une deuxième question qui était comment sont-ils insérés dans la société? Donc, pour l'ensemble des personnes interrogées, ils ne sont pas insérés dans la société et tous recommandent de la sensibilisation auprès du public et une information objective de la pathologie. Sur la question 3, en tant que parent, quel sentiment avez-vous face au regard de la société? Un tiers des parents ressent un sentiment de malaise. Un couple de parents se sent humilié et un autre se sent en colère. Et les autres couples disent se sentir bien et assumer le trouble de leurs enfants. Donc, sur les facteurs environnementaux, toujours, comment sont-ils accompagnés ou pris en charge? Alors, les personnes disent que l'État fait beaucoup pour les enfants vivant avec ces situations d'handicap. Selon elle, il y a beaucoup de centres sociaux, d'orthophonistes, des orphelinats, des associations religieuses qui interviennent. Donc, il y a l'idée à la fois d'un sentiment de prise en charge médicale et médico-sociale, mais un regard sociétal qui est stigmatisant. Donc, est-ce qu'on peut déjà supposer de ce que l'on a décortiqué comme questionnaire à entretien, c'est que le diagnostic du trouble d'un point de vue médical et cognitif semble réel et opérationnel. Cependant, donc, en termes d'impact fonctionnel, c'est la représentation socio-culturelle qui est réellement négative du point de vue de la communication, avec un rejet de ces enfants, aussi bien dans l'environnement familial, parfois que dans le quotidien, et ces enfants se retrouvent isolés. Et donc, on l'a dit, le retentissement fonctionnel ici impacte, on l'a vu avec la petite, l'estime et la confiance en soi de ces enfants, puisque cette petite n'avait pas d'amis, personne ne s'asseyait. Il y a écouter une orthophoniste comment dire, qui s'exprime justement sur la difficulté de ces enfants dans l'école. On l'entend pas à distance, Damien. Ouais. Tu pourrais la lancer, toi, peut-être, Jérémy? Ouais, pas de souci, je la lance, il n'y a pas de problème. Du comportement. Et l'argument qu'on m'a donné, on a dit quoi, ce personnel n'était pas formé pour la prise en charge des enfants à besoins spécifiques. Donc, il a fallu que je parte échanger avec le responsable, lui dire comment est-ce qu'il faut s'occuper de ces enfants. Il m'a dit non, qu'ils n'ont pas le personnel formé pour les enfants, notamment les éducateurs spécialisés. Mais moi, j'ai voulu que les enfants participent à ce genre d'activité. Qu'ils soient intégrés, voilà. Donc, il y a des alternatives. Ça demander à quelqu'un d'accompagner ces enfants pour qu'ils puissent participer à ce camp de vacances. Donc, c'était la condition pour accepter ces enfants. Bon, Ici, en Côte d'Ivoire, C'est bon, Damien? De toute façon, c'est peu audible. oui, là, on est dans la salle, mais c'est pas grave. Si vous voulez, si vous pouvez le mettre. Oui, bien sûr. Peut-être, je sais pas si la personne. Bien sûr. Okay. Est-ce que tu veux reprendre la main pour la conclusion, Jérémy? Allez, je peux, il n'y a pas de souci.
Donc finalement, ben, la conclusion de tout ça, et on voit bien, hein, c'est à la fois, nous avons un modèle hein, qui est bien évidemment assez cadré, hein, avec le modèle de la CIF, hein, de la Classification internationale du fonctionnement, qui est quand même développé par l'Organisation mondiale de la santé. Néanmoins, bien que ce modèle il soit assez reconnu sur le plan international, son application, elle demeure assez floue et variable dans les pratiques, en tout cas dans la revue de littérature. Il est évident qu'il n'y a pas une étude finalement qui s'appuie et qui interprète la CIF de la même façon, ce qui est quand même assez problématique pour en tirer en tout cas des conclusions générales. Donc l'idée, c'est effectivement de parvenir à un cadre de référence théorique commun et un langage qui soit davantage partagé, qu'on soit enseignant, qu'on soit neuropsy, qu'on soit orthoptiste, qu'on soit orthophoniste, qu'on soit enseignant-chercheur. L'idée, c'est vraiment de pouvoir parler le même langage pour pouvoir aborder ces concepts de répercussion fonctionnelle. L'autre question également, c'est est-ce que finalement, dans le contexte du monolinguisme et du plurilinguisme, on serait capable à terme d'identifier des marqueurs linguistiques qui nous permettraient de nous dire, tiens, sur la base de ces éléments-là, on peut considérer que les enfants auraient plus ou moins de répercussions fonctionnelles. Néanmoins, on a bien vu que ça ne sera pas suffisant parce que cela ne tiendrait pas en compte des facteurs personnels, notamment des aspects émotionnels et comportementaux qui sont séquelaires, en tout cas qui sont comorbides aux troubles. Donc c'est simplement une piste de réflexion qui pourrait être en tout cas alimentée par des recherches futures. Au niveau des implications cliniques, bah, se posent quand même beaucoup de questions et c'est pour ça que j'étais assez intéressé aussi d'avoir vos retours hein, sur le terrain ou en tout cas dans vos perspectives de recherche. Quand on dit qu'il faut documenter les répercussions fonctionnelles, notamment dans le contexte du multilinguisme, ok, mais concrètement, qui, quoi, comment le faire? Et ça, c'est vraiment des questions qui, aujourd'hui, tant dans la recherche que dans la pratique clinique, n'ont pas encore trouvé de réponse stable et suffisante, en tout cas dans la littérature. Et quand on veut documenter ces répercussions fonctionnelles, finalement, de quelle langue doit-on, enfin, pour quelle langue doit-on le faire ou alors peut-on le faire? Et donc, finalement, ben, la conclusion de tout ça, c'est de se dire que les réponses qu'on va pouvoir apporter, les réponses qu'on va pouvoir apporter, c'est un nécessaire partenariat entre l'enfant, sa famille et la société dans le contexte du plurilinguisme. Je vous remercie de votre attention.